Vous écoutez la balado de la revue Ouvrage, une revue basée à Montréal qui diffuse des textes de partout en français. Pour lire la revue, rendez-vous au www.revue-ouvrage.org. Cet épisode est consacré à la lecture du texte Une grève de femmes, le cas des allumetières de l'Association ouvrière catholique féminine de Hull, de 1918 à 1928. Cet article de Kathleen Durocher a d'abord été diffusé sur la revue en ligne le 19 octobre 2020. La lecture est réalisée par l'auteure qui est candidate au doctorat en histoire avec concentration en études féministes à l'Université du Québec à Montréal. Des années 1870 à 1828, l'animière de la ABAD se démarque en tant que principale productrice d'allumettes au Canada, ce bien essentiel du quotidien avant que l'électrification ne s'entame réellement. Durant des décennies, des centaines d'employés, principalement des adolescentes et des jeunes femmes, s'affairent à l'emballage de bouts de bois inflammables. Travaillant dans des conditions difficiles, entre 50 et 60 heures par semaine, et ce toute l'année, elles ne gagnent qu'un maigre salaire octroyé à la pièce. Victimes de ce système d'exploitation instauré par le plus puissant employeur de la ville, les ouvrières de la BAD n'ont que peu de ressources pour améliorer leurs conditions de travail. Ce ne sera qu'à partir de 1918 que la situation se transformera alors que les travailleuses s'unissent sous la bannière du syndicat catholique nouvellement créé. Jusqu'à-là exclues des tentatives de syndicalisation, elles se démarquent rapidement par leur participation active au sein de l'organisation. Leurs réussites se font connaître non seulement à Hull, mais aussi dans le reste du Canada. Bien que leur expérience syndicale se termine au bout de 10 ans, l'Union des faiseuses d'allumettes marque l'histoire ouvrière régionale, provinciale et même nationale. En offrant un premier exemple de réussite d'un syndicat féminin catholique, ces ouvrières deviennent une figure emblématique pour le mouvement syndical. Plus encore, la grève représente l'un des points saillants de l'histoire de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, la CTCC, et de l'actuel Conseil des syndicats nationaux. Alors que les individus se cachant derrière l'appellation allumetière sont aujourd'hui largement tombés dans l'oubli, leur lutte demeure, elle, bien présente dans la mémoire collective. Le syndicat des allumetières se démarque, dans un premier temps, par son activisme sans précédent chez les femmes de la classe ouvrière de Hull. Un an à peine après la création de l'Association ouvrière catholique féminine de Hull, ou l'AOCFH, et quelques semaines suivant la formation de leur syndicat, les ouvrières sont plongées dans un premier lockout duquel elles sortent gagnantes. Suite à cette première lutte, la ABAD, une compagnie connue pour ses pratiques antisyndicales, accepte de reconnaître l'organisation et de négocier avec l'AOCFH. Les allumetières accumulent les gains dans les années qui suivent. Les troubles ne tardent cependant pas à renaître. À l'automne 1924, la compagnie provoque un second conflit de travail. Cette fois, les travailleuses ne réussissent pas à obtenir ce qu'elles désirent. L'organisation ouvrière en sort meurtrie et son déclin rapide s'ensuit. Pour le syndicat des allumetières, le son du glas retentit à peine 4 ans plus tard, en 1928, lorsque les opérations déménagent à Pembroke, en Ontario, et Berthierville, au Québec. Bien qu'une autre fabrique d'allumettes ouvre peu de temps après à Hull, le syndicat ne renaît jamais de ses cendres. Quoique brève, l'expérience des allumetières de Hull demeure un exemple particulièrement éloquent du début du syndicalisme catholique et féminin au Québec dans les années 1910 et 1920. À partir de cet exemple, nous souhaitons explorer plus en profondeur les réussites et les échecs de l'expérience syndicale féminine catholique. Plus encore, nous tenterons d'exposer les avantages et les restrictions qu'impose ce genre d'organisation syndicale pour les femmes qui s'y rallient, comme la capacité limitée des ouvrières à être représentées et à se représenter elles-mêmes ou les multiples difficultés rencontrées. Pour ce faire, nous aborderons différentes facettes de cette expérience. Les identités des syndiqués, l'idéologie derrière l'organisation syndicale catholique, son application au sein du syndicat des allumetières et la structure de ce dernier. De plus, nous soulèverons l'importance des luttes de 1919 et 1924, de l'activisme et de l'inévitable question de la moralité pour cette organisation ouvrière qui se voulait à la fois défendresse des travailleuses et des valeurs de l'Église.
Avant 1918, l'organisation des travailleuses à la BAD, comme dans le reste de la cité industrielle de Hull, est une affaire d'hommes. Bien que les travailleuses s'organisent parfois de manière spontanée, aucune source ne permet de dire qu'il y a eu une quelconque tentative d'initier les ouvrières au syndicalisme. Mentionnons que la ABAD, l'employeur le plus important de la ville et l'une des compagnies les plus riches au Canada, n'est pas particulièrement reconnue pour son approbation des syndicats. Les tentatives de syndicalisation à la fin du 19e siècle et dans les premières années du siècle suivant s'avèrent vaines, tandis que les organisations ouvrières peinent à recruter. Les grèves sont sévèrement réprimées et les menaces de mise à pied sont fréquentes. Pourtant, le patron laisse sous-entendre dès 1904 qu'il est prêt à accepter une organisation confessionnelle locale. Entre 1912 et 1915, c'est précisément ce type de syndicat qui se fonde sous le nom de l'Association ouvrière de Hull ou AOH. Néanmoins, les filles et les femmes sont seulement acceptées officiellement dans leur rang quelques années plus tard. L'exclusion des alimentières de la ABAD du mouvement syndical jusqu'à la fin de la Grande Guerre n'a rien de surprenant. Pour l'expliquer, nous devons saisir la composition démographique de la main-d'œuvre concernée. Cette même explication qui nous permet de comprendre pourquoi elle trouve une place au sein de l'organisation confessionnelle créée en 1918. Bastion d'une main-d'œuvre canadienne-française, la fabrique d'allumettes ABAD emploie en grande majorité des filles francophones âgées de 15 à 19 ans et de confession catholique. À quelques rares exceptions près, elles occupent le poste d'emballeuse. Cette occupation consiste à l'unique tâche d'amasser une quantité déterminée d'allumettes et de les placer le plus rapidement possible dans une boîte de bois ou de carton, en évitant les bris et, surtout, de mettre le feu à la marchandise, un risque omniprésent. Ce travail, qui ne demande aucune spécialisation, est néanmoins exclusivement confié aux femmes, celles-ci étant perçues comme étant davantage minutieuses, appliquées et rapides. Plus important encore, la compagnie les emploie car elle leur octroie un salaire beaucoup moins élevé en raison de leur manque de spécialisation et de leur genre. Le travail d'almetière, bien que simple à première vue, n'en demeure pas moins complexe et risqué en raison des dangers constants qui guettent les employés de la salle d'emballage. En plus des possibles incendies et brûlures, la fumée et les vapeurs chimiques sont nocives pour les ouvrières. Ceci s'additionne à la chaleur incommodante, à la fatigue engendrée par le rythme rapide du travail et au risque d'accidents causés par la machinerie. Ces conditions de travail difficiles, ainsi que les longues heures et les faibles salaires, demeurent une réalité inchangée de la fin du 19e siècle jusqu'à la fin des années 1910. Jusque-là, les organisations ouvrières de la cité industrielle ulloise interpellent principalement les hommes, particulièrement ceux qui sont employés aux scieries de la ABAD, un endroit où aucune femme ne travaille. Quelques allumetiers intègrent celles-ci sans plus. Les femmes demeurent exclues car leur organisation est perçue comme impossible par les syndicats. Le jeune âge des femmes et la brève durée de leur présence sur le marché du travail compliquent leur implication. Normalement, elles quittent le travail après quelques années pour se marier et occuper leur rôle de mère au foyer. Quelques-unes reviennent sur le marché du travail plus tard au cours de leur vie, surtout lorsqu'elles sont veuves. Aussi, les femmes sont fréquemment considérées comme des compétitrices aux hommes et une nuisance aux conditions salariales de ces derniers, ce qui rend les syndicats peu enclins à inclure la main-d'œuvre féminine dans leurs rangs. Suite à l'arrivée des syndicats catholiques, la situation se transforme enfin. Suivant la directive de la doctrine sociale de l'Église, les responsables des organisations syndicales à Hull, les Oblats de Marie Immaculée ou OMI, reconnaissent l'importance de protéger les filles et les jeunes femmes qui travaillent dans les manufactures de la ville, notamment les allumetières. D'après les enseignements de la doctrine prescrite le 15 mai 1891 dans l'encyclique papale de Léon XIII, les femmes et les enfants considérés comme mal adaptés au travail industriel doivent à tout prix être protégés des dangers de l'exploitation physique et morale en dehors du foyer. Cette idée de protection est clairement reprise par les fondateurs de l'AOCFH, une branche de l'AOH réservée aux travailleuses. Dans le Codex Historicus, un journal de bord des activités chapeautées par les Oblats de Hull, le compte-rendu du mois de mars de 1918 souligne: il va sans dire que le but de ce nouvel organisme, c'est la protection générale de l'ouvrière. Il s'ensuit d'une remarque sur l'importance d'agir face aux désordres qui se multiplient dans les usines de la ville. Également, dans les pages des œuvres dans la cité, publiées en 1929, le père Joseph Bonhomme, aumônier du syndicat catholique de Hull dans les années 1920, écrit que,
le but premier de l'AOCFH comporte la protection morale des jeunes filles à l'atelier et l'amélioration de leurs conditions matérielles. Cette notion de protection morale est, sans surprise, réservée aux organisations ouvrières féminines. La doctrine de protection morale est respectée et maintenue au cœur de l'organisation ouvrière féminine dans les années suivantes. Par exemple, en 1924, un long article sur les syndicats féminins publié dans un cahier spécial du journal Le Droit à l'occasion de la Fête du travail affirme que les syndicats catholiques de Hull rendent de fiers services aux ouvrières. Ils leur procurent la protection matérielle et morale, de nombreux avantages intellectuels et sociaux par des œuvres de bienfaisance. Bien que l'enjeu d'améliorer les conditions matérielles des travailleuses est important, la centralité de l'œuvre s'avère, dans les faits, leur protection. Plus encore, ce seraient les ouvrières qui auraient réclamé au clergé le droit de s'organiser sous la bannière du syndicalisme catholique comme leurs collègues masculins. Cette dernière leur est accordée, mais la justification qui est mise de l'avant reste que les femmes sont victimes d'un système d'exploitation dont elles, tout comme les enfants, devraient être exclues. Cette pensée affecte à la fois le fonctionnement de l'organisation, ses visées, ses gains et le type de militantisme encouragé. Le syndicat des almetières est une branche de l'AOCFH qui est elle-même chapeautée par l'AOH. Une hiérarchie patriarcale s'instaure lors de la création d'une section réservée aux femmes, ce qui ne manque pas d'illustrer l'idéologie derrière les syndicats catholiques. Dès sa création en 1918 par le père Étienne Blanchin, sa dépendance à l'exécutif de l'AOH est clairement établie. La présence d'un aumônier général ou d'un chapelain du syndicat qui est responsable des syndicats catholiques, ainsi que la création d'un exécutif central exclusivement masculin, laisse clairement comprendre que les décisions de la branche féminine demeurent dépendantes du bon vouloir du clergé local et d'hommes. Aussi, malgré la présence de femmes au sein des différents syndicats de métiers de la OCFH, ainsi qu'à la tête de cette dernière, ces femmes restent subordonnées à une instance supérieure composée exclusivement d'hommes. Dans ce contexte, le pouvoir décisionnel féminin se trouve vraisemblablement amoindri. La hiérarchie traditionnelle est alors respectée. La prise de décision féminine demeure limitée par la guidance et l'approbation des hommes de l'exécutif de l'AOH et des oblates responsables. Les femmes peuvent faire certains choix pour elles-mêmes, mais doivent être guidées par les hommes et par l'Église. Cela étant dit, la place des femmes dans la prise de décision au sein de l'AOCFH mérite d'être abordée plus en profondeur. En 1918, l'organisation existe sans être divisée en syndicats de métier. Il n'y a alors qu'un exécutif féminin prenant les décisions pour les différentes ouvrières de la ville qui s'y rallient. En octobre 1919, devant l'importance du nombre d'adhérentes, elles seraient plus de 350 à joindre les rangs de l'organisation dans les premiers mois. L'AOH crée rapidement des syndicats de métier pour les travailleuses. C'est ainsi que le syndicat des almetières voit le jour. Dans un premier temps, il réunit à la fois ces travailleuses et les employés de la papetière de la ABAD avant de se séparer pour devenir l'Union des faiseuses d'allumettes. Ces scissions obligent alors la création de différents exécutifs féminins qui se trouvent à leur tour sous la supervision de l'AOCFH, du chapelain et de l'AOH. Si le réel pouvoir décisionnel des femmes concernant les objectifs de leur syndicat demeure difficile à évaluer, les procès-verbaux des rencontres disparaissant avec le temps, nous pouvons observer une certaine évolution de leur prise de parole sur la place publique. En effet, au cours des premières années d'existence du syndicat des almetières, c'est un homme qui se fait porte-parole des travailleuses lors d'un conflit avec l'employeur. C'est le cas en décembre 1919, lorsque les travailleuses de la ABAD négocient avec le patronat au sujet de leurs conditions de travail, tout en militant pour la reconnaissance du syndicat. 5 ans plus tard, ces mêmes travailleuses confrontent à nouveau leur employeur. Pourtant, cette fois-ci, c'est une contremaîtresse de la fabrique, plus précisément Donalda Charon, qui se fait porte-parole de l'organisation. La présidente de l'AOCFH, une ancienne allumetière du nom de Georgina Cabana, prend également la parole. Or, leurs déclarations publiques se limitent généralement à quelques mots prisant l'organisation et sa visée générale. Nous trouvons un autre exemple de ce progrès dans le cadre des assises syndicales regroupant les différentes organisations catholiques canadiennes en 1921 et annonçant la création de la CTCC. L'absence d'une représentation officielle à l'événement illustre le rôle de second rang occupé par les syndicats féminins.
Cependant, les journaux y dénombrent des dizaines de femmes, principalement des membres des différents exécutifs de la OCFH, ainsi que sa présidente, qui s'y rendent en tant qu'auditrices. Dans les faits, cette participation non officielle des femmes au cours des assises ouvrières permet aux syndicats féminins d'être représentés au prochain congrès de la CTCC. Grâce à cette résolution, l'activisme des femmes gagne visiblement en reconnaissance. Malgré la double supervision masculine, laïque puis religieuse, les allumetières démontrent une volonté de faire entendre leur voix. Sans pour autant briser la hiérarchie traditionnelle, elles trouvent le moyen de se faire une place tout en respectant l'autorité du clergé, conservant ainsi l'appui essentiel de ce dernier. Dès sa création, l'AOCFH obtient le support sans compromis du clergé local, du moins si on en croit les écrits des Oblats. Dans le cas de la contre-grève de 1919, les bons mots à l'égard de l'organisation ne manquent pas dans les pages du Codex Historicus où on fait l'éloge de la lutte menée par le syndicat des allumetières qui a tenu une tête au patronat pendant 3 jours de négociations. Ceci dit, c'est véritablement en 1924, alors que les allumetières mènent leur combat contre la ABAD, que l'on prend la pleine mesure de ce soutien. Leur dévouement fait l'objet d'éloges non seulement de la part du clergé, mais aussi de la presse locale francophone, de la population, ainsi que des syndicats catholiques ailleurs au Québec. L'opinion publique semble se rallier derrière la lutte des jeunes ouvrières. Néanmoins, un acteur important de la ville choisit plutôt le camp de l'employeur. Le père Joseph Arthur Carrière, curé de la paroisse Saint-Rédempteur. Celui-ci participe même aux négociations entre le syndicat des allumetières et la compagnie, siégeant aux côtés des représentants patronaux. Au sein même du clergé, l'opinion face à la cause des allumetières et l'importance du syndicalisme catholique ne fait pas l'unanimité. Après la défaite des allumetières en 1924, les critiques de l'organisation syndicale se multiplient. Une amertume semble s'installer vis-à-vis des grévistes à la suite de l'échec et l'impression que la lutte aurait été, au final, une perte de temps et de ressources. Le manque d'intérêt des travailleuses supposé par le père Joseph Bonhomme pousse plusieurs Oblats et membres de l'AOH à affirmer qu'elles n'ont pas véritablement à cœur la bonne cause de l'organisation, faisant échouer cette dernière dans ses visées. Lorsque la manufacture d'allumettes ferme ses portes en 1928, le syndicat est tenu responsable. À savoir si les Oblats, bien moins investis dans la cause syndicale à la fin de la décennie, attribuent cette perte d'emploi et de capital à leurs propres œuvres, les sources restent muettes. Or, comme le dira l'ancienne employée Anna Giroux lors d'une entrevue au début des années 1980 à propos du départ de la lumière, c'est parce qu'ils ont mis l'union, parce que le père Bonhomme avait fondé une union, et la compagnie ABAD n'acceptait pas. Quoi qu'il en soit, des gains considérables sont obtenus pour les allumetières et les autres syndiqués durant les premières années d'existence de la OCFH. Par exemple, selon un article de la Fédération nationale de la Saint-Jean-Baptiste dans La Bonne Parole, les bienfaits de l'association se font déjà sentir dans la ville de Hull et le syndicat, sous la présidence de Mademoiselle G. Gabana, prospère rapidement, le ciel vient à son secours. Elle compte 367 adhérentes et a déjà obtenu des réformes importantes. Meilleures conditions de travail, journées plus courtes, amélioration hygiénique, relèvement des salaires, etc. Elle entend à l'automne fonder des cours postscholaires, avoir un bureau de placement, instituer des retraites fermées. Le respect du droit à une journée de repos le dimanche ainsi que les congés lors de jours fériés sont également obtenus, du moins officiellement, par l'organisation. Il s'agit du premier gain réel des ouvrières au cours des décennies d'existence de la compagnie qui n'est pas poussé par des réglementations gouvernementales. La OCFH affirme à plusieurs reprises son ambition de défendre les droits ouvriers plus conventionnels tels que les salaires, les heures de travail et le respect des droits d'association. Ce dernier n'est pas gagné sans difficulté. Le droit d'association est au cœur de l'entente signée le 15 décembre 1919 des suites du conflit de travail qui oppose les allumetières à l'ABAD. Puis, ce même droit est mis à mal lorsque la compagnie refuse de négocier avec l'organisation au cours de l'automne 1924. Bien que les différents syndicats féminins catholiques, comme celui des allumetières de l'association, réussissent à faire valoir les demandes des travailleuses qu'ils représentent, ils adoptent une posture défensive. Ils agissent seulement lorsque l'employeur menace de faire régresser les conditions de leurs membres. En fait, la doctrine de ces syndicats favorise grandement les négociations et non les moyens de pression pour en venir à leur fin.
La grève devient exceptionnellement légitime lorsque l'employeur force les travailleuses dans un lock-out. À travers les diverses batailles que mène l'organisation syndicale pour l'amélioration ou le maintien des conditions de travail des travailleuses, l'idéologie catholique joue un rôle de premier plan. Tandis que certaines luttes peuvent également être retrouvées chez les organisations masculines, les revendications auxquelles les responsables du syndicat et l'AOCFH tiennent le plus activement sont bel et bien spécifiques aux femmes. Cette situation ne présente toutefois pas que des désavantages. La protection des filles et des femmes face aux abus des hommes, surtout les surintendants, n'est pas réellement un enjeu pour les syndicats mixtes qui privilégient normalement les intérêts de leurs membres masculins ou les batailles qui offrent des gains à tous et à toutes les employés. Grâce à la division genrée qu'instaurent les syndicats catholiques, certaines demandes et inquiétudes des travailleuses sont enfin considérées sérieusement et mises à l'avant-plan. Principalement, l'importance de demeurer sous la supervision de femmes plutôt que d'hommes est défendue sans relâche dès 1918, dans l'espoir de limiter au maximum les cas d'abus. Les deux conflits de travail dans lesquels l'Union des faiseuses d'allumettes est entraînée du 13 au 15 décembre 1919, puis de septembre à décembre 1924, illustrent la présence de l'idéologie catholique dans les revendications syndicales. Ces deux luttes, qualifiées de nobles et de justes dans la presse francophone locale, permettront aux ouvrières de récolter un support considérable dans toute la ville. La bonne conduite des syndiqués en temps de grève s'avère centrale au soutien qu'on lui apporte. Dès 1919, les allumettières reçoivent des éloges de la part de la presse, de l'AOCFH et de l'AOH, en plus de ceux de la Fédération nationale de la Saint-Jean-Baptiste et de Marie Gérin-Lajoie dans son discours offert à la Semaine sociale du Canada de 1921. La forte participation aux rencontres régulières de l'organisation et aux activités récréatives comme des parties de cartes les démarquent. Il en va de même de leur activisme lors des collectes de fonds pour l'association et leur contribution aux événements entourant la fête du travail. À l'automne 1924, leur présence immanquable chaque matin sur la ligne de piquetage est saluée par le clergé. Plusieurs, dont le père Joseph Bonhomme, parlent de leur conduite irréprochable, bien que certaines sont arrêtées pour avoir violenté des surintendants, des briseurs de grève et des briseuses de grève. De par ce militantisme pacifique et ordonné, mais déterminé, les allumetières s'assurent un appui généralisé de la population, des autres syndicats catholiques de la ville et même de la province. Une forte influence de l'Église dans les syndicats catholiques féminins se retrouve aussi dans la prise de position concernant les enjeux sociaux particuliers des années 1920. Pendant cette période, au moment où la prohibition est imposée partout à travers l'Amérique du Nord à l'exception du Québec, Hull devient un haut lieu de contrebande et une destination privilégiée par les fêteurs et les fêtardes. Sa mauvaise réputation et l'accumulation de divertissements considérés comme immoraux obligent l'AOH, sa branche féminine et ses syndicats à réagir dans le but de protéger les filles et les jeunes femmes des dangers qui les guettent. Le syndicat prend alors parole publiquement sur des sujets qui dépassent largement les conditions de travail à l'usine en appelant au boycott des cinémas de la ville et à la prohibition, tout en mettant aussi en valeur des bons loisirs le soir et les samedis. Cette centralité de la moralité transparaît également lors de la contre-grève des allumetières de 1924, alors que les ouvrières canadiennes-françaises s'opposent aux changements importants exigés par les patrons anglo-protestants, soit le retrait de plusieurs compétences propres aux contremaîtresses. Ces dernières, des femmes normalement plus âgées, sont responsables des départements féminins. En retirant leur pouvoir, la compagnie est accusée de nuire à la sécurité des jeunes filles œuvrant dans la fabrique puisque ces dernières deviennent plus vulnérables face aux abus des surintendants masculins. De ce fait, l'importance primordiale des contremaîtresses, du moins selon le dire du syndicat et surtout de l'aumônier général de l'époque, le père Joseph Bonhomme, provient surtout de leur rôle de gardiennes de la morale à la manufacture d'allumettes. Retirer le contrôle des contremaîtresses sur la production et sur la supervision des ouvrières soulève plusieurs inquiétudes. Tel que mentionné, ce changement aurait aggravé les risques d'abus de la part des surintendants masculins. Plus encore, cette situation aurait permis à des employés à la moralité questionnable d'être embauchés et d'influencer négativement leurs collègues. Ces craintes sont répétées à plusieurs reprises dans la presse locale et soulevées dans les documents de l'AOH bien plus fréquemment que toute autre demande faite à l'employeur. Suite à l'échec des ouvrières en 1924, la question de la moralité à la fabrique d'allumettes devient plutôt un sujet de critique de la part du père Joseph Bonhomme. Si l'on en croit les écrits de ce dernier, la situation se détériore à partir de cette défaite du syndicat. En plus d'être désintéressées par l'organisation ouvrière, les travailleuses seraient également un bien moins brillant exemple à suivre.
Les almetières renieraient elles-mêmes l'autorité morale des contremaîtresses, ne participeraient plus aussi souvent aux activités récréatives de l'organisation et nombre d'entre elles apprécieraient les mauvaises modes vestimentaires de l'époque. Ces remarques sont faites à la fin de l'année 1925, rien de plus n'est dit sur la conduite des travailleuses dans les 3 années suivantes, et ce, jusqu'à la fermeture de la manufacture. Or, leur désintérêt face à l'organisation demeure tandis que les effectifs syndicaux diminuent sans arrêt. Les activités du syndicat disparaissent et l'exécutif se rend compte seul. Délaissant le militantisme, les travailleuses préfèrent plutôt participer à l'œuvre éducative lancée par la OCFH, soit les cours du soir. Ultimement, nous pouvons nous questionner à savoir si le syndicat catholique a offert aux almetières un moyen efficace d'améliorer leurs conditions. Certes, elles ont eu un mot à dire sur leurs horaires et leurs heures de travail avec l'entente de 1919, par laquelle la compagnie accepte de respecter les jours fériés et l'observation du dimanche. En ce qui concerne les salaires, celui-ci augmente dans les premières années d'existence de l'organisation, mais cette dernière n'est pas en mesure d'annuler les coupures de 40% imposées par la ABAD en 1924. Au bout de ces quelques années, les almetières ont un salaire encore plus bas qu'à la fin de la guerre. Alors que le syndicat prône la bonne entente et la négociation avec les patrons pour obtenir ce qu'elles revendiquent, les ouvrières ne s'en trouvent en réalité que peu récompensées. La difficulté de mobiliser des adolescentes et des jeunes femmes n'ayant jamais eu jusque-là une place dans le mouvement syndical n'a pas pour autant signifié un manque d'intérêt pour l'organisation. Visiblement, les centaines d'ouvrières ayant intégré le mouvement, dont un bon nombre sont des almetières, démontrent un intérêt marqué pour la syndicalisation sur leur milieu de travail. Malgré leur importante participation aux activités syndicales et leur militantisme, elles ont été confrontées aux difficultés de la reconnaissance. Si l'image de la jeune ouvrière nécessitant d'être protégée leur permet d'obtenir beaucoup de soutien et leur activisme prouve leur volonté d'améliorer leurs conditions, elles n'en restent pas moins dépendantes d'un exécutif masculin et de la volonté du clergé. Dès lors, elles n'obtiennent pas de réelle agentivité sur leur propre organisation. Jamais elles ne sont mises sur un même pied d'égalité avec leurs collègues masculins, même si leur militantisme est souvent décrit comme supérieur. Nous pouvons penser que leur statut de victime, inadapté au monde du travail et de jeunes filles, même lorsqu'elles sont adultes, leur impose une certaine passivité. Agir autrement leur vaudrait peut-être de perdre l'appui de l'aumônier, de l'organisation masculine et de la population. En d'autres mots, c'est justement ce statut de victime et de pauvre exploité qui confère cette prétendue noblesse à leur cause et qui leur permet d'obtenir tant bien que mal certains gains. Le respect des ententes syndicales de la part du patronat est tout aussi chancelant. Malgré les efforts de ses membres, le soutien populaire et clérical ainsi qu'une attitude plus conciliante, le syndicat des almetières peine à réellement faire reconnaître ses demandes. Le patronat renie sa légitimité quand bon lui semble et même les travailleuses paraissent le rejeter dans ses dernières années d'existence. Finalement, l'échec de son entreprise à long terme est possiblement la source du désintérêt des almetières face aux syndicalistes catholiques et non par une certaine baisse de la moralité et de l'intérêt pour les bonnes œuvres. L'idéologie conciliante et peu revendicatrice est potentiellement la cause de la chute rapide du nombre d'adhérentes après la défaite de 1924, où les ouvrières perdent tout ce qu'elles ont obtenu jusque-là et plus encore. D'un autre côté, la lutte morale du syndicat semble avoir également donné plus ou moins de résultats à long terme, tandis que les ouvrières délaissent rapidement ce discours et les bonnes œuvres créatives. Faire de la moralité le cheval de bataille du syndicat catholique permet possiblement d'obtenir le support du clergé et de la population, mais n'a pas nécessairement réussi à catalyser l'intérêt des travailleuses. Pourtant, les ouvrières semblent grandement intéressées par le syndicalisme, demandant la création de leur organisation et participant activement aux activités mises en place par celle-ci. L'idéologie du syndicat a-t-elle pu mener à sa propre perte? Finalement, l'organisation a-t-elle causé plus de pertes que de gains? Pour certaines et certains, celle-ci s'avère dans les faits responsable du départ de la compagnie en 1928, ce qui entraîne la perte des emplois et la disparition de l'une des plus vieilles et prospères manufactures de la ville. Certains pointent du doigt l'organisation, la manufacture préfère blâmer les travailleuses. Une certitude demeure, la difficulté pour les allumetières et leurs syndicats à s'organiser provient principalement de l'antisyndicalisme affiché de leur employeur. Nous pouvons penser que les allumetières, face à cette intransigeance et aux échecs qu'elles essuient,
ont tout simplement perdu l'espoir de voir leur situation s'améliorer. L'histoire du syndicat des alimentaires semble, dans les faits, plutôt un exemple d'échec que de réussite pour cette première organisation ouvrière catholique féminine au Québec. Pourtant, son empreinte dans l'histoire du travail au Québec n'en demeure pas moins considérable. L'Union des faiseuses allumettes a servi de premier exemple de la force du militantisme féminin et de la volonté des travailleuses à intégrer le mouvement ouvrier, même si nous pouvons questionner et critiquer l'approche et l'idéologie derrière le mouvement syndical catholique et son attitude face aux femmes qu'il représentait. Nous pouvons aussi affirmer que ce type d'organisation a offert à plusieurs ouvrières une première chance de voir leurs intérêts représentés. Au final, les problèmes principalement vécus par les femmes, tels que le harcèlement, ont été mis de l'avant. La présence d'un exécutif féminin, quoique sous la supervision d'un aumônier et d'hommes, ne peut être sous-estimée dans son importance. C'est particulièrement le cas de sa capacité d'offrir à ces femmes une voix et un pouvoir au sein d'un mouvement ouvrier à une époque où la main-d'œuvre féminine s'accroît de façon considérable.